Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bastide, le confort médical? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous avez la possibilité de demander des analyses quantitatives et présentement, nous avons une promotion sur le Top Premium Plus qui inclut 14 formations, d'accord, thématiques. Analyser les rapports financiers, lire les états financiers, analyser les compagnies dans le secteur de la finance, dans le secteur des cycles, dans le secteur ici de la consommation discrétionnaire, etc. Ainsi que les notes les checklists ici thématiques. Bref, on a un ensemble de bonnes choses à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que quand je proposerai, par exemple, comme inclus dans le service Top Premium, mes 2 notes d'analyse par mois, d'accord, ça veut dire que vous aurez la capacité d'analyser ces différentes entités-là parce que vous avez déjà eu à comprendre comment est-ce que ce secteur d'activité fonctionne et peut-être qu'il y aura même des checklists ici qui s'appliquent exactement à ce type d'entreprise. Par exemple, si je parle de McDonald's, il y aura certainement une checklist ici pour le secteur de la restauration. Donc, quand je vais investir sur ces entreprises-là, qu'est-ce que je dois aller regarder? Bref, le lien est dans la description de la vidéo et comme je l'ai dit ici, vous faites le choix entre payer 750 $ pour une formation à vie sur un pan d'activité en particulier, à savoir comment investir, ou bien avoir un abonnement ici sur un ensemble de formations qui pourrait vous aider ici à analyser n'importe quel type d'entreprise. Et comme je le dis ici, c'est pratico-pratique, d'accord? Donc, c'est pas juste je vais lire les formations, je vais écouter les formations, c'est tout. Non, j'apprends, j'applique. Et si j'ai des questions, je les pose. Alors, donnez-moi juste un instant. Voilà. Donc, on est présentement sur Bastide, le confort médical. Alors, ce que je veux d'abord regarder sur Bastide, le confort médical ici, c'est surtout la dette nette. D'accord? La dette nette ici, j'aimerais voir si elle n'est pas constituée ici comment on appelle ça? J'aimerais vérifier si elle n'est pas constituée ici de loyer. Ça, on va regarder ça tantôt. On va passer par les chiffres parce qu'on a déjà eu à l'analyser ici plusieurs fois, quantitativement bien sûr. Alors, première chose, je vais regarder le revenu. C'est magnifique. Revenu croissant. J'aime ça. Ensuite, j'aime bien les revenus croissants avec des marges au moins stables. Est-ce que c'est le cas? Oui, on aime ça. C'est parfait. D'accord? On aime ça. En moyenne, sur les 20 dernières années, on a à peu près 63%. Sur les 10 dernières années, 64,87%. Sur les 5 dernières années, 65%. C'est bien. OK? On a une stabilité des marges, au moins, on va le dire comme ça. OK? Ensuite, c'est bien d'avoir les marges brutes stables. Mais est-ce que les marges EBITDA vont également dans le même sens? Bon, au niveau des marges EBITDA, je ne dirais pas que ça ne va pas dans le même sens, mais c'est discutable. OK? Ça reste quand même sur les 20 dernières années, on a 16%. 10 dernières années, 17,5%. 5 dernières années, 17,1%. Donc, c'est plutôt une stabilité par là. OK? C'est plutôt une stabilité, on va le dire comme ça. C'est déjà bien. OK? Maintenant, je compare les net income, OK? Et les free cash flow. D'accord? Les net income ici sont à 10. Voilà, on voit à peu près qu'on a une croissance des net income en termes de volume, parce qu'on va les vérifier en termes de pourcentage. Et pour les free cash flow ici, on voit que voilà, il y a beaucoup de zigzags. Mais comme je l'ai souvent dit, quand vous voyez ce genre de variation-là, le besoin en fonds de roulement a un impact. Et également, les loyers peuvent avoir un impact ici parce que la période, à partir de 2018, vous étiez obligé à peu près de les comptabiliser au niveau des free cash flow par là. Donc, ça peut avoir un impact sur le business. Je pense que, vu l'entreprise en question, les bénéfices nets pourraient représenter la véritable rentabilité de cette compagnie. OK? Donc, on va regarder ici les marges de bénéfices nets. OK? Et quand on check les marges de bénéfices nets ici, est-ce que c'est stable? Vous voyez qu'on a de grosses marges EBITDA, etc., 16% à 17% par là, mais les marges nettes ici sont, voilà, c'est pas trop ça. Quand je dis c'est pas trop ça, elle a des marges vraiment minimes. Vraiment minimes. D'accord? Donc, quand on regarde ça ici, je vous dis 3%. C'est sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est 2,93. Sur les 5 dernières années, 2,61. Donc, les marges sont de moins en moins élevées. Donc, avant d'investir cette compagnie, je dois me poser la question de savoir quel est l'objectif de marge visé par le management. 2%, 3%, 7%, qu'est-ce que le management cherche? Parce que si je me rate sur les marges, je vais me rater sur l'analyse complètement de cette compagnie. Donc,
Si on la regarde du point de vue quantitatif, je me dis une chose, ok? J'aimerais bien que ça revienne à 3%, mais je ne connais rien de cette compagnie-là. Ok, mais vu le passif ici, la pandémie étant passée par là, etc., je sais qu'elle a déjà eu une période où les marges, ce n'était pas trop ça. C'est toujours bien également d'aller vérifier les marges ajustées. Donc, margin, normalize, net income margin ici, on vérifie ça. Ok. Donc, on essaye de voir à peu près à combien est-ce qu'on se situe à ces niveaux. On a à peu près du 3,60%. Oh, pas mal, hein? Donc, si on ajuste les marges ici, c'est même un peu plus élevé que ça, ce qui est une bonne chose, quand je les mets sur le même graphique ici. Donc, on peut se dire que c'est une entreprise qui peut avoir du 3% par là. Au moins. C'est possible d'avoir du 3%. OK? Parce qu'en normalisé, quand on enlève les éléments exceptionnels, on est même parfois à des niveaux plus élevés que ça, 3,7%. Donc, je sais que le 3,5%, enfin, selon les éléments quantitatifs, le 3,5% est possible. Toujours aller vérifier, ça provient d'où. Donc, je vais garder le 3%. Maintenant, laissons même la possibilité de croissance future. On va se dire ici, on va arrondir tout ça à 500 millions. 3, 495, etc. On met 500. 3% de ce montant-là, c'est à peu près une quinzaine de millions. Je me dis ceci. Est-ce que je suis prêt à payer 151 millions un business qui est capable de rapporter 15 millions par an, tout en ayant une certaine croissance également? Donc, mon 15 millions pourrait être supérieur sur les années à venir. Ça représente à peu près un rendement de 10% par là. 9,93. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas? N'oubliez pas également que il faut prendre en considération la dette. Et c'est peut-être là qu'il y a peut-être un problème. Parce que le niveau de dette nette sur EBITDA ici, ok, nous avons à peu près quelque chose en autour de 4,1 fois les EBITDA. Ok? C'est limite. C'est correct. Mais je vous rappelle qu'on rembourse la dette ici avec les free cash flow, au minimum les net income. Ce qui veut dire que si on est capable de rapporter 15 millions par an, on a une dette nette de 400 millions. Ça veut dire que on va repayer la dette nette en combien de temps? En 26 ans, 27 ans? Non. Ça veut dire que c'est trop. Donc, vous voyez ici que l'entreprise, si on la regarde du point de vue EBITDA, elle semble ne pas être très endettée, mais en réalité, si on la regarde du point de vue bénéfice net, on se rend compte que c'est un peu trop élevé pour le niveau de bénéfice net qu'on a présentement. OK? Est-ce qu'elle a le potentiel d'augmenter les marges? D'accord? C'est possible. Est-ce qu'elle a ce potentiel-là? Il faudrait également aller regarder ça. Qu'est-ce qui fait à ce qu'elle ait des marges EBITDA aussi élevées tout en ayant des marges nettes si peu élevées? Parce qu'avec ce niveau, si on devait avoir au moins des marges EBITDA, ça serait possible d'avoir du 5%. Donc, il faut questionner ici l'entreprise au niveau ici l'objectif concernant les marges. Donc, je vais donc aller regarder ici les bénéfices nets de la compagnie, la dette nette de la compagnie ici. Qui sommes-nous? À propos, je cherche ici la partie relation avec les investisseurs. Où est-ce que je vais retrouver ça ici? Bastille, le confort, matériel, etc. Généralement, vous pouvez retrouver ce genre d'informations en bas de page. Je vais mettre ici qui sommes-nous parfois. On peut retrouver ça là. Non. Bon, je vais juste retourner en arrière. 1, 2. OK. Investisseur. On va mettre ça ici. Bastille, le confort. Investor Relation. Parfait. Alors, est-ce que je l'ai ici? Documentation. OK. On l'a. On va y rentrer maintenant, histoire d'aller vérifier la dette nette. Alors, je cherche le rapport. Ça, c'est le rapport financier annuel qui date du 30... Ah ouais, l'exercice est clos depuis le 23 juin 2023. OK. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir avoir la dette ici. Oh bon, il faut télécharger ça. Je n'aime pas généralement faire ce genre de choses-là. Mais bon, on va vérifier. OK. Je ferme ça. Je ferme ça également. Alors, c'est long, je dois rentrer dans mon dossier, etc. Je n'aime pas faire ça, en fait. Donc, la dette nette ici, on va le dire une chose. Hein, donc, je vais juste consulter cette dette nette-là ici. OK, on a l'information là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas très grand, mais c'est déjà un bon début. OK, on fait ça. Je sais que c'est un peu petit, mais on va juste mettre ça comme ça. La dette nette, je cherche ici, je vais rechercher sur le bilan, le cash flow. Au niveau de la dette nette, on va retrouver ça quelque part ici. Je pense bien qu'on est au bon niveau. Non, ça, ce sont à peu près les filiales de la compagnie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut aller vérifier la dette nette ici. Dépendamment de la dette nette, moi, je dirais que je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK? Dépendamment du niveau de dette nette. Et comme on a capacité d'autofinancement, est-ce que les loyers apparaissent ici? Flux de trésorerie, je vais vérifier si on a pris en considération les loyers à ce niveau-ci. Quote-part résilié, donc mise en société équivalence. Les loyers, est-ce qu'on paye ça à ce niveau-ci? Parce que normalement, les loyers, si vous les voyez à ce niveau, ça veut dire que ça impacte la dette nette. Trésorerie nette ici, non. Remboursement des loyers. OK, remboursement, charges locatives. OK. Donc, on peut chercher CTRL F, le terme dette ici, histoire de voir endettement de la compagnie, endettement financier. Donc, on va vérifier. On a 93 occurrences. Donc, parfois, ça vous permet ici de rechercher rapidement endettement ici, 4 fois. Donc, on recherche ici, ça va être situé à ces niveaux. Info relative au délai de règlement. Donc, où est l'endettement? Alors, ce rapport à peu près clôturé à 3,69 fois les EBITDA. Eux, ils mentionnent ici qu'ils sont à 3,69, alors qu'ici, on était à 4,1. C'est pas si loin que ça, mais au moins, vous savez qu'il y a un impact. On est à peu près à 300 assorti d'emprunts obligataires ici pour un montant de 300 hors et engagement de loyer, 314 millions. C'est quand même beaucoup. Ça représente quand même plus de 20 fois les bénéfices nets ici. Donc, on a un niveau de dette ici qui est un peu élevé selon moi. En tout cas, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas avoir tendance à payer plus de 20 fois les bénéfices ici pour cette compagnie. Enfin, excusez-moi, plus de 10 fois les bénéfices, je suis distrait. Je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Et encore, quand je regarde ici Bastide, le confort, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Déjà, en free cash flow, c'est questionnable, ce qui est normal. Donc, maintenant, en bénéfice net, ça semble être intéressant, mais dites-vous que c'est le free cash flow qui compte à la fin de la journée. Or, si le free cash flow est en dents de scie, comme ce qu'on a en queue de voir présentement, c'est pas trop intéressant. Est-ce que le nombre d'actions ici augmente ou diminue? Il est plutôt stable, ce qui est également une bonne chose. Donc, on va aller regarder, on va retourner à ce niveau-ci. OK. So, si je vais évaluer si je vais investir sur cette compagnie, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. OK? Même si le marché semble payer ici, voilà, elle peut s'échanger à 15 fois les bénéfices par là, et encore peut-être même bien plus que ça. Mais quand on regarde ici la dette nette par action, ici, dette nette par action, c'est une compagnie européenne, donc je vais mettre ça en yearly, je n'ai pas le choix. Oh non, compagnie européenne, on va mettre ça en yearly. Donc, on actualise. Ça donne combien ici? Voilà. So, dette nette. Ça donne ici à peu près aux alentours de 49 $ de dette nette. Or, si je la paye à 15 fois les bénéfices, même si les années sont tendance à faire de bonnes prévisions, 3 tiers du temps, enfin, 75% du temps, on va le dire comme ça, 15 fois, ça fait 49, donc ça littéralement ici, si vous faites moins la dette nette, tout est perdu. Donc, paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Il y a 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2024, on a 28 €. Pour 2026 ici, on a à peu près 33 €. Donc, tout va se jouer ici au niveau de la stabilité du business et au niveau ici de la stabilité ici des free cash flow. OK? Et qu'est-ce que le management mentionne par rapport à la dette? Est-ce qu'ils ont l'intention de commencer à rembourser, etc.? Parce que j'aimerais que cette dette-là diminue. Donc, si je lis à peu près les rapports financiers, je vais accorder une importance très particulière au niveau d'endettement. Maintenant, la dette peut être élevée alors que l'entreprise a également des biens immobiliers ici qu'elle a peut-être l'intention de revendre, etc. Il faut également aller vérifier ça. Bref, il y a beaucoup de questions à poser, surtout au niveau de l'endettement de Bastide, le confort. Le business semble avoir du sens en termes de revenus, croissance de revenus, etc. Mais voilà, les marges sont rikiki. Ce n'est peut-être pas un problème ici, dépendamment ici du niveau du secteur d'activité. Mais il y a beaucoup de questions derrière. En tout cas, au prix actuel, je dirais que quantitativement, c'est légèrement sous-évalué. Dividendes, etc., elle ne devrait même pas en payer parce qu'elle doit se concentrer sur sa dette. Ça, ce n'est que mon avis quantitatif. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici le service Top Premium Plus qui inclut 14 formations thématiques, 2 notes d'analyse par mois sur des entreprises qui me semblent sous-évaluées. En ce moment de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Nous aurons également la watchlist ici des entreprises qui nous intéressent ici, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui nous intéressent qu'on va forcément acheter. Donc, on aura une watchlist thématique également ici, qu'elle soit une watchlist quantitative nord-américaine et européenne. Ça, c'est possible de le faire quantitativement. Et également, d'ici le mois de janvier, on aura un portfolio pour la chaîne, OK, où c'est vous qui allez sélectionner les entités. C'est moi qui propose les entreprises, mais vous déterminez
déterminer celle qu'on va devoir avoir tendance à acheter avec de bons arguments derrière, bien sûr. OK? So, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.